Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jusqu'au début du XXIe siècle, la péninsule balkanique est la dernière région d'Europe encore agitée par des conflits interethniques, incapable de parvenir à la stabilité, la paix et la démocratie requises pour intégrer l'Union européenne. Le sud-est de l'Europe fut de tout temps un carrefour des nations, un espace traversé, envahi, habité par de multiples peuples depuis l'Antiquité. L'histoire fit des Balkans l'un de ces grands champs de bataille, où se confrontèrent des civilisations diverses, où se firent sentir des influences contradictoires, où s'affrontèrent les intérêts des grandes puissances, où de nombreux peuples migratoires se disputèrent un espace vital, où les aires d'habitat ethnique n'ont jamais correspondu aux frontières politiques. Comment définir l'espace balkanique ? Par la géographie, l'histoire, la population ? Si la péninsule ibérique est nettement délimitée par les Pyrénées, et possède une grande homogénéité de population, essentiellement de culture latine, où tracer les limites terrestres de la péninsule balkanique, encadrée par des mers, de l'Adriatique à la mer Noire, elle n'a pas de frontière naturelle au nord. On peut fixer par facilité la vallée du Danube. Mais les terres roumaines s'étendent bien au nord du fleuve. Quant à la Hongrie et la Slovénie, sont-elles encore balkaniques ? Au sens strict, Balkan désigne un massif montagneux de Bulgarie. Et de fait, même si la péninsule comporte des plaines périphériques, vers la mer Noire, Dobroudja et près de la vallée du Danube, la Pannonie et la Voïvodine yougoslave, l'ensemble forme un système complexe de relief avec notamment les Alpes, Slovénie, les Alpes dinariques, Croatie, Albanie, les Carpates, Roumanie, le Pinde, Grèce, la Stara Planina et le Rhodope, Bulgarie. Selon la tectonique, la péninsule se trouve à la jonction de plaques de 3 continents, qui par suite des lents mouvements de l'écorce terrestre, s'entrechoquent périodiquement et provoquent des séismes, le plus souvent en Grèce et Turquie, pouvant être dévastateurs et meurtriers comme celui de Skopje en Macédoine en juillet 1963. De même, tout au long de l'histoire, les Balkans sont traversés par une ligne de fracture entre des cultures opposées, génératrices de tragédies humaines. Ligne de fracture permanente entre le monde gréco-latin et le monde barbare, entre les religions catholiques et orthodoxes, entre les chrétiens et les musulmans, entre l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman, entre le monde libre et le bloc communiste. Au sein même de chaque État, il y eut sans cesse des conflits entre populations de langues et de religions différentes contraintes de cohabiter sur les mêmes territoires, entre pouvoirs dominateurs et révoltes nationales, entre options politiques inspirées par les empires orientaux, Moscou, Istanbul, ou les idées nouvelles de l'Occident. L'histoire des Balkans présente autant de versions que de peuples. Alors que tous les écoliers slaves apprennent la libération du joug turc, les petits Turcs parlent des guerres injustes qui ont mis fin à l'Empire ottoman. 1453 est pour les élèves turcs la date de la libération d'Istanbul, pour les Grecs celle de la tragique chute de Constantinople. 24 siècles après, Grecs, Bulgares et Macédoniens se disputent toujours la nationalité d'Alexandre le Grand. Les Balkans, a dit Winston Churchill, produisent plus d'histoires qu'ils ne peuvent en assimiler. La terre balkanique est pavée d'une mosaïque de peuples, d'une Macédoine humaine, pourrait-on dire en l'occurrence. Mais il ne s'agit pas d'un melting pot comme aux États-Unis, car s'ils sont mélangés, chacun a gardé son identité culturelle. Il y a d'abord les peuples qui sont là sans interruption depuis l'Antiquité, les Grecs qui ne forment plus qu'une petite nation conservant la mémoire de sa grandeur passée, les Roumains héritiers des Romains, les Albanais les plus mystérieux de tous, et aussi les Aroumains ou Koutsovlaks et les Grecs pontiques, ces deux groupes étant peut-être plus authentiques, moins métissés que les autres. Ensuite, ce fut l'arrivée des tribus slaves durant le Haut Moyen Âge. Chacune a sa personnalité. Les Slovènes ressemblent peu à leurs frères macédoniens. Tous ont tenté d'unir leur destinée au sein d'une entité yougoslave, sauf les Bulgares qui ont eu un destin à part. Des envahisseurs venus des steppes asiatiques ont bouleversé la physionomie géopolitique de la péninsule. Les Magyars et surtout les Ottomans, qui ont tenu sous leur joug la plupart des peuples pendant 5 siècles. Plus discrètement, d'autres populations sont arrivées pour chercher une terre d'asile. Les Saxons qui ont colonisé la Transylvanie, les Tziganes nomades et marginaux pour l'éternité, les Juifs séfarades chassés d'Ibérie qui ont trouvé un refuge sur le chemin d'Israël, les Gagaouzes, Turcs infidèles à l'islam, les Lipovènes, Russes persécutés pour leur religion, les Arméniens dispersés par un génocide.
C'est cette ligne de fracture qui fut, encore à la fin du XXe siècle, la cause de la dernière guerre d'Europe, celle qui opposa Serbes et Croates, chrétiens et musulmans. Sarajevo, qui supporta 4 ans de la part des Serbes un siège qui fut l'un des plus longs et des plus meurtriers de l'histoire moderne, en demeure le symbole. Au début des années 2000, au centre de l'Europe, la Bosnie-Herzégovine se présente encore comme un État coupé par une ligne de démarcation, où chaque entité ethnique a ses institutions et ses services publics. Et malgré tout, cette mosaïque a un lien. En se fréquentant, en se confrontant, voire en s'affrontant, ces peuples ont échangé et mis en commun des habitudes et des manières de vivre et de penser. De sorte qu'on ressent dans la péninsule une certaine identité balkanique, car nulle part ailleurs en Europe il n'y a autant de peuples différents rassemblés sur une même péninsule. Ces gens partagent plus ou moins une façon similaire de s'habiller, de manger, de danser, de prier, de s'exprimer. On aurait du mal à prétendre que l'Albanais est plutôt un pâtre, le Dalmate un pêcheur, le Serbe un éleveur de cochons, le Bulgare un cultivateur de tabac et de coton, le Roumain un paysan ou un bûcheron, le Grec un marin, un commerçant ou un pope. Car chaque peuple est un peu tout ça à un moment ou à un autre, et s'il a son tempérament il doit s'adapter aux nécessités de son temps. On peut seulement affirmer que chaque peuple a produit ses brigands, haïdouks ou klefts, et ses poètes. Depuis Homère. Première partie, ligne de fracture. Les précurseurs, Varna et les traces. De récentes découvertes archéologiques tendraient à montrer que le nord-est de la péninsule balkanique a connu une civilisation brillante, bien avant l'arrivée des Grecs, alors que le reste du continent en était au stade d'une civilisation mégalithique très fruste. Cette région aurait-elle été un lieu de fracture entre civilisation et barbarie, dès avant la période historique ? Les peuples danubiens, à peu près ignorés des Grecs, n'entrent dans l'histoire qu'à l'arrivée des légions romaines. Hérodote, au 5e siècle avant notre ère, connaissait le Danube, l'Istère, le plus grand des fleuves qui traverse le continent et prend sa source au pays des Celtes. Mais peu de choses sur ces pays barbares. Il mentionne sur l'actuel territoire de la Roumanie, les Agathirs, peuple luxueux qui portait de l'or à profusion. La plus ancienne civilisation des Balkans, bien antérieure à celle des Grecs, plus ancienne même que le village néolithique et les mines de cuivre de Vinça, dans l'actuelle Serbie, est demeurée inconnue jusqu'à la découverte du site de Varna en 1972. Quelques 280 tombes royales, recelant 3000 pièces d'orfèvrerie, ont révélé une civilisation bien plus avancée que toutes les autres en Europe, qui était au stade des mégalithes. Au 5e millénaire avant notre ère, ce peuple d'agriculteurs développa la métallurgie du cuivre et produisit toutes sortes d'objets d'usage courant, haches, herminettes, hameçons, épingles, clous. Et aussi des objets en bronze, des parures et bijoux en or, bracelets, colliers, plaques. Une tombe contenait 900 objets d'or d'un poids de 1500 grammes, des objets en bronze, des monnaies de coquillage, le spondyle de la mer Égée accent aigu. Tout indique une civilisation évoluée et urbaine, maîtrisant l'agriculture, l'élevage des porcs et bovins, l'art de la céramique, experte dans la métallurgie du cuivre et l'orfèvrerie. Surtout, des tablettes d'argile portant des signes analogues aux Sumériens indiquent que cette civilisation avait élaboré l'une des premières écritures, et cela autour de 4500 ans avant notre ère, soit avant l'épanouissement des cités de Mésopotamie et d'Égypte, vers 3000. On ne sait guère qui était ce peuple de Varna, dont la civilisation rayonna dans une partie des Balkans, en Serbie à Vinça, Pločnik et Rudna Glava, en Bulgarie à Karanovo, en Roumanie à Gumelnica sur le Danube et à Cucuteni entre Iași et Suceava, en Grèce à Dimini près de Volos et à Dikilitash près de Philippe. Cette civilisation disparut brusquement vers 4000, peut-être anéantie par des envahisseurs venus du nord scandinave ou des steppes ukrainiennes, les bâtisseurs de Kourgan. Les populations de la région perdirent l'usage du métal et retournèrent à un stade néolithique, produisant au mieux des poteries cordées. Il est possible qu'une partie des hommes de cuivre de Varna ait émigré en Mésopotamie et apporté en particulier leur système d'écriture. Étonnant si le Moyen-Orient, tenu pour être la source de notre civilisation occidentale, avait en partie du moins ses origines dans les Balkans. Plusieurs cultures se sont succédé ensuite dans cet espace balkano-danubien, de l'âge du bronze à l'âge du fer. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'une autre civilisation brillante se développa sur le territoire de l'actuelle Bulgarie.
Les Thraces, un groupe d'Indo-Européens, ont développé une civilisation du 6e au 3e siècle avant notre ère. Ils provenaient des steppes pontiques, entre le fleuve de Dniepr et le nord de la mer Noire, et avaient eu des échanges avec les Scythes, dont les Alains puis les Ossètes sont les héritiers. Ils étaient agriculteurs et fabriquaient de la céramique. Ils eurent des rapports commerciaux et conflictuels avec les Perses et les Grecs, et furent marqués par l'hellénisme. Ils ont laissé des tombes royales sous tumulus, comme celle de Kazanlak, avec des fresques du IVe siècle et des trésors d'objets en or et argent. Leurs prêtres pratiquaient les oracles et honoraient un panthéon dominé par le cavalier anonyme, un héros thrace à cheval qui fut assimilé à Apollon et à Esculape, puis à Saint Georges. Selon l'Iliade, le héros thrace Rhésos qui menait une horde de chevaux fut vaincu par les Grecs. Certains dieux semblent proches des Dionysos et Orphée grecs. Une déesse guérisseuse, Bendis, fut assimilée à Artémis. Leur seul état bien structuré fut celui des rois de la lignée des Odryses, créé par le roi Thérès Ier au 5e siècle avant J.C. Il fut soumis par Philippe II de Macédoine, puis intégré au royaume des Daces et enfin constitué en provinces, Mésie et Thrace, par les Romains. Sous la domination romaine, des nobles thraces occupaient des fonctions officielles et pratiquaient encore leur langue. La villa de Chatolka près de Stara Zagora donne un exemple de la survivance d'une riche famille thrace jusqu'au IVe siècle. C'est l'invasion des Slaves qui effaça totalement les ultimes Thraces. Moins élaborée que celle des Thraces à l'est, une autre culture indo-européenne se développa à l'ouest de la péninsule au 2e millénaire avant notre ère, celle des Illyriens, bâtisseurs de citadelles mégalithiques. On ne sait pas grand-chose d'eux. On a tendance à les tenir pour les ancêtres des Albanais, retirés dans les montagnes tandis que des colons grecs fondaient des cités sur leurs rivages. Monde gréco-latin et barbare. Les Grecs ne sont pas le premier peuple de culture indo-européenne arrivé dans l'Antiquité. D'autres populations apparentées se sont fixées dans la péninsule 3 ou 4 000 ans avant notre ère. Les Illyriens, les Daces et les Thraces sur les territoires de l'Albanie, de la Roumanie et de la Bulgarie. Les Grecs sont les plus anciens encore présents dans la région, les seuls à avoir conservé leur identité pendant 25 siècles. Descendus par vagues sur les rivages de la mer Égée accent aigu E. Achéens, Ioniens, Doriens, Éoliens, tous peuples indo-européens apparentés, s'installent dans la péninsule au 2e millénaire. Les Ioniens, chassés par les Doriens, colonisent l'Asie mineure, le Pont à l'époque de Ramsès II. Précédés par les périodes quasi-mythiques de Mycène, de Troie d'Homère, la civilisation hellénique atteint son apogée au 5e et 4e siècle avant notre ère avec la victoire sur les Perses aux guerres médiques, l'élaboration d'une religion basée sur une mythologie peuplée de dieux, de travaux d'architecture, acropoles et d'art, Phidias, de littérature, tragédie de Échille, Sophocle, Euripide, histoire de Hérodote, de philosophie Platon, de prospérité économique, port commercial du Pirée et surtout par la conception des apostrophes. Une politique de la démocratie, avec Périclès. Les cités hellènes, Athènes et Sparte, souvent rivales peuvent constituer des ligues pour mener des guerres, en particulier contre les Perses, mais ne constituent jamais un État unitaire. Les Grecs ne s'aventurent pas à l'intérieur des Balkans, se contentant de fonder des colonies sur les rivages de la mer Noire, notamment Tomis, l'actuelle Constanța, ou Istria, ou sur ceux de l'Adriatique, comme Bousroton, l'actuel Butrin au sud de l'Albanie actuelle, face à Corfou où subsiste un amphithéâtre en marbre. Après Alexandre de Macédoine, le déclin de la Grèce classique s'amorce. Elle devient une province romaine, puis forme l'Empire byzantin qui au Moyen-Âge entre en conflit avec la féodalité franque au temps des croisades. Puis l'Empire byzantin est absorbé par l'Empire ottoman pour 5 siècles. Autre peuple indo-européen de la branche italique, les Romains, qui doivent beaucoup à la culture grecque, font leur première incursion dans les Balkans vers 200 avant notre ère. Tibère réunit à l'Empire la région qu'on nommera plus tard Herzégovine. La Pax Romana permet l'établissement de colonies romaines sur ce qui sera l'espace yougoslave. De la Slovénie Poetovia, Touj, Aemona Ljubljana, à la Macédoine Skopje et Nessu, Niš, en passant par Salona, Solun sur la côte dalmate. Les Romains qui ont vocation à intégrer les barbares à leur empire font de la Grèce une province romaine en lançant après la conquête d'Athènes et la victoire d'Auguste à la bataille d'Actium. Mais la culture hellénique n'est nullement anéantie par Rome. La Dacie, future Roumanie, est à l'apogée de sa puissance sous Bourbista,
contemporain de Jules César. À partir de l'an 101, l'empereur romain Trajan y conduit 2 campagnes à l'assaut des Carpates, qui constituent la citadelle naturelle du peuple dace, marche sur la capitale Sarmize-Getuessa et finit par battre en Dobroja le roi des Cébales. Pour célébrer la victoire, Trajan érige à Adamclicie un trophée, Tropeum Trajani, de 40 mètres en marbre illustrant la conquête, tout comme la colonne Trajane à Rome. Les Romains firent de la Dacie une province prospère, bien équipée en route, où le latin devient langue de commerce et d'administration, qui évoluera, dans sa forme populaire balkanique, pour donner la langue roumaine. L'héritage romain perdure même après le départ de l'empereur Aurélien, contraint d'abandonner Anna colonie en 291, sous la pression des envahisseurs goths. En 295, l'empereur Dioclétien, né près de Split sur la côte dalmate, se fait bâtir à Spoletum un palais qui constitue toujours le cœur de la ville de Split. Il ordonne en 304 des persécutions contre les chrétiens, qui fournissent à l'Église quantité de martyrs. La chrétienté à 2 têtes, latine et byzantine. Les invasions barbares, essentiellement germaniques, à partir du IIIe siècle, entraînent la chute du pouvoir impérial latin à Rome. En 330, l'empereur Constantin transfère Anna capitale de l'Empire romain à Byzance, qui devient Constantinople et se convertit. Théodosie II fait du christianisme la religion d'État, 380, puis en 395 il partage l'Empire en empires d'Occident et d'Orient entre ses 2 fils Honorius et Arcadius. C'est la première grande partition dans les Balkans, la frontière passe déjà au niveau de la Bosnie-Herzégovine actuelle. Après la chute de l'Empire d'Occident en 476, l'Empire byzantin théocratique demeure le seul héritier de Rome. Si les habitants adoptent le grec, ils se disent toujours romains. C'est alors que le grec emprunte au latin des termes qui sont utilisés dans la langue moderne, où ils se sont substitués aux mots classiques. Ainsi spiti maison, qui remplace le classique domos, provient du latin hospitium lieu hospitalier, logement. Le plus grand danger pour les Byzantins est sans doute l'invasion des Avars au VIe siècle. C'est un peuple de cavaliers nomades turco-mongols, les ruans des Chinois, surgit des steppes, qui établit un royaume dans la plaine de Pannonie, l'actuelle Hongrie, domine même la Dalmatie, menace la Thuringe et la Lombardie. Les Avars disparaissent au 8e siècle, après un échec devant Constantinople et une défaite face à Charlemagne. Fléau de Dieu, ce peuple a tout de même apporté à l'Europe des techniques majeures de cavalerie depuis longtemps connues des Chinois, l'étrier et le harnais à traits, sanglé autour du poitrail, ce qui est plus efficace pour les transports ou le galop que la lanière au cou étranglant l'animal. L'Empire byzantin dure à peu près 1000 ans, malgré les fréquentes menaces d'envahisseurs arabes, slaves ou francs. Les Francs, lors des croisades contre les musulmans en Terre Sainte, poussés autant par la cupidité que par la foi, s'emparent de Constantinople en 1204. Certes, l'empereur de Nicée, Michel Paléologue rétablit le pouvoir byzantin en 1261. Mais l'empire est affaibli et se laisse déborder par le flux des Turcs ottomans venus d'Anatolie, qui prennent Constantinople en 1453. Ils montrent une large tolérance envers les religions juives et chrétiennes. Ils finiront de conquérir l'ensemble de l'Empire byzantin, reprenant même la Crète aux Vénitiens en 1669. Des divergences théologiques et liturgiques, envenimées par des rivalités politiques, opposent les églises d'Occident, romaines et d'Orient, orthodoxes. L'une de ces querelles byzantines, souvent aussi subtile et insoluble que le débat sur le sexe des anges, portait sur la formule du credo. Le concile de Tolède en 589 avait ajouté au texte du credo de Nicée la mention que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, ex patre filioque procédit. Cela pour contrer l'hérésie arienne qui minimise la place du Fils, Jésus, au sein de la Trinité. Cette version fait autorité dans le territoire des Francs puis dans l'Empire carolingien. Sous la pression de l'empereur romain germanique Henri II, en 1014 le pape Benoît VIII intègre au credo la mention filioque. Ainsi, alors que dans l'Église byzantine on dit « l'Esprit Saint procède du Père », dans l'Église romaine depuis Charlemagne on ajoute « et du Fils, filioque ». C'est surtout à cause de cet ajout, faisant une distinction entre la nature du Père et celle du Fils, que l'Église d'Orient a rompu avec Rome. Mais il y avait d'autres contentieux, comme l'usage toléré par les catholiques du lait et du fromage lors du jeûne, ainsi que le célibat des prêtres. La condition chaste des moines fut étendue au Moyen Âge à tout le clergé, alors que ce n'est pas un précepte évangélique,
alors que les popes fondent des familles. En s'excommuniant réciproquement, le patriarche de Constantinople Michel Cérulaire et le pape Léon IX ont causé le schisme de 1054. Dès lors, la péninsule balkanique va être irrémédiablement divisée entre deux religions. Les catholiques à l'ouest, croates, slovènes et minorités magyares, sont fidèles à Rome et utilisent l'alphabet latin. Les orthodoxes à l'est ont leur patriarche et se servent de l'alphabet cyrillique, qui fut créé au IXe siècle par les frères Cyrille et Méthode à partir de l'alphabet grec pour évangéliser les Russes et Bulgares dans leur langue. C'est Vladimir de Kiev qui, au retour d'un voyage à Byzance en 988, fit de la Russie un royaume chrétien. Lorsque Byzance passa sous la domination musulmane, Moscou prit le relais pour devenir le siège du patriarche, une sorte de troisième Rome. Les Byzantins ont souvent craint que les Slaves répandus dans les Balkans, et enclins à s'unir à l'initiative des Serbes, ne constituent une puissance politique, dangereusement rivale. L'hérésie bogomile. L'organisation bicéphale de la chrétienté fut ébranlée au Moyen Âge par l'hérésie bogomile. C'est une religion dualiste inspirée par le manichéisme perse et le zoroastrisme, la religion de Zarathustra. Elle considère que le monde est l'œuvre de Satan et qu'il est tiraillé entre deux forces hostiles, le bon Dieu et le mal. Elle rejette la Bible, les évangiles, les sacrements y compris le mariage, et n'admet qu'une prière, le Notre Père. L'hérésie s'est propagée d'est en ouest par les routes et les marchés, colportée par les marchands, en particulier avec les tisserands arméniens de Constantinople qui prêchaient et recrutaient d'abord leurs adeptes parmi leur clientèle féminine. Passée d'Asie mineure en Thrace, elle est répandue en Bulgarie au Xe siècle par un prêtre dévoyé, nommé Bogomil, ami de Dieu en slave. Le mépris en lequel les chrétiens tenaient ces hérétiques fit que le terme bougre bulgare prit des sens péjoratifs de sodomite et de chétif, rabougri. Cette hérésie fait beaucoup d'adeptes en Bulgarie, chez les paysans qui expriment ainsi leur mécontentement face à l'aristocratie féodale. En Bosnie, le bogomilisme se crée un foyer durable, du XIIIe au XVIe siècle, et devient un symbole de l'indépendance slave et de la protestation contre le pouvoir civil et la classe des riches. Il en reste, notamment à Radimier, des pierres tombales stetchak, sculptées de motifs géométriques, cercles, spirales, croix et solaires, svastikas, rosettes, de personnages armés d'arcs et de lances, guerriers et chasseurs d'ours et de cervidés, paysans dansant le kolo. Les hérétiques sont pourchassés en Serbie par les orthodoxes, en Croatie par les catholiques, en Bosnie par les rois de Hongrie au service de Rome. L'hérésie gagne le nord de l'Italie et au XIIIe siècle le sud de la France, inspirant vraisemblablement les Cathares ou Albigeois contre lesquels le pape lance une croisade d'extermination. Dans les Balkans, le bogomilisme a disparu lors de l'invasion ottomane. Les adeptes semblent s'être convertis à l'islam par haine des chrétiens. La domination turque a incité à se convertir une population importante, surtout chez les Albanais et chez des Slaves précédemment orthodoxes ou bogomiles, tels les Serbes de Bosnie, les Pomaks de Bulgarie et une partie des Macédoniens. Les Ottomans ont laissé à leurs sujets chrétiens la liberté de pratiquer leur religion, à condition de payer des tributs et d'accomplir des servitudes. La contrainte la plus cruelle était le tribut du sang, defsirm. Les envoyés du sultan enlevaient des garçons, les emmenaient à Istanbul, où les attendait une formation militaire et une conversion à l'islam afin de servir comme janissaires, yénicheri, nouveaux soldats. Le lavage de cerveau leur faisait oublier leur propre famille et les rendait aptes à combattre dans leur pays natal sans état d'âme. Les minarets, témoins de cette époque, pointent toujours, même dans les contrées d'où les Turcs se sont retirés. Dès lors, le clivage religieux n'est plus entre catholiques et orthodoxes mais entre chrétiens et musulmans. Les catholiques se trouvent surtout sur la frange occidentale, dans l'ancienne Dalmatie sur le S-rive de l'Adriatique, ainsi que dans la minorité magyare de Transylvanie, et ils ne subissent pas de domination durable de la part des Turcs. Ce sont les orthodoxes qui se trouvent en première ligne. S'ils parviennent à coexister avec les musulmans dans une tolérance relative, tout conflit réveille l'agressivité latente. Les guerres où s'affrontent la croix et le croissant ont l'apparence de guerres de religion. Celle de Kosovo-Polier en demeure le symbole. C'est aussi l'enjeu pendant les guerres balkaniques du début du XXe siècle, quand toutes les nations chrétiennes forment d'abord un front contre les Turcs. Les Juifs ashkénazes d'Europe centrale, qui avaient des communautés dans tous les pays balkaniques,
ont été décimés par le génocide nazi à partir de 1940, en particulier par les Ustashi de Pavelić en Croatie et par la garde de fer d'Antonescu en Roumanie. Les communautés de juifs séfarades, hispaniques, dynamiques dans les économies grecques et turques, se sont réduites du fait de l'émigration en Israël. Empire austro-hongrois et ottoman. L'Empire autrichien est associé à la dynastie des Habsbourg depuis la fin du XIIIe siècle. L'arrogante devise de Frédéric III, AEIOU, en allemand Allerdreck ist Österreich untertan, en latin Austria et impera urbi universo, c'est-à-dire « il appartient à l'Autriche de régner sur toute la terre », trouve son application maximale sous le règne de Charles Quint et peut expliquer sa vocation à dominer l'Europe centrale et balkanique. L'Empire des Habsbourg se constitua un glacis, un rempart en incluant à la périphérie de Vienne des territoires habités par de multiples nationalités. Les Hongrois et les Slaves, de la Bohême à la Bosnie. Les tribus slaves se sont établies dans les vallées balkaniques à partir du VIe siècle. Les Croates, unis en principauté au Xe siècle, sont soumis par les rois de Hongrie à partir du XIIe siècle. Cependant les Autrichiens ne peuvent dominer les Serbes, soutenus par Byzance qui protège leur orthodoxie. La Serbie, qui s'agrandit autour du Kosovo, devient au XIVe siècle un État puissant et prospère sous la dynastie fondée par Stefan Nemanja. Jusqu'au désastre de Kosovo-Polier en 1389 qui fait disparaître l'État serbe et marque le début de 5 siècles de domination ottomane, accompagné d'une islamisation partielle. La conquête du continent par les Turcs trouva sa limite devant Vienne. Après un siège de 2 mois en 1683, les troupes ottomanes sont repoussées avec l'aide du roi de Pologne. L'Empire austro-hongrois en gagna la réputation de sauveur de la Crétie-Hantée, seule puissance capable de s'opposer à l'Empire ottoman. Néanmoins, les Turcs vont occuper pour longtemps la moitié des Balkans. Dominer l'Europe centrale comme Charles Quint, c'est l'ambition de François-Joseph qui, durant son long règne 1848 à 1916, favorise le développement économique et l'expression artistique de son empire, mais s'oppose à toute concession en matière de libéralisme et de démocratie. Le refus du pouvoir absolutiste et centralisateur de reconnaître leur particularisme va mécontenter les diverses nationalités qui composent l'Autriche-Hongrie. L'Empire qui avait réussi à faire vivre ensemble tant d'ethnies aurait pu jouer un rôle précurseur pour l'unité de l'Europe. Mais l'empereur fut incapable de s'adapter à l'évolution du monde, avec les idées nouvelles, les aspirations sociales émanant de la société industrielle et la volonté d'autonomie des nationalités. Et cet immobilisme va aboutir à la chute de son empire en 1918. Au XIXe siècle, les nationalismes croates et serbes tentent de s'émanciper et de s'unir dans des mouvements culturels et politiques qui commencent avec l'idée de la nation illyrienne et aboutissent à la formation d'un État yougoslave. En 1877, Vienne négocie un partage des Balkans entre Autriche et Russie. Mais ce plan est aussitôt réduit à néant après la victoire de la Russie sur les Turcs. Par le traité de San Stefano, 1878, la Russie assure sa tutelle sur les Balkans par la création d'une Grande Bulgarie. Ce que l'Autriche et les autres puissances n'acceptent pas. Bismarck en médiateur impose au Congrès de Berlin, 1878, la division des principautés de Bulgarie et Roumélie, ce qui provoque un nouveau clivage. La première se révoltant aussitôt contre la domination ottomane, la seconde devenant vassale de Constantinople. D'autre part, il confie la Bosnie-Herzégovine à l'administration de l'Autriche qui va l'annexer en 1908. Les ambitions balkaniques de l'Autriche-Hongrie, soutenues par l'Allemagne, se heurtent à la volonté des Serbes d'être maîtres de leur territoire. C'est l'origine de l'attentat de Sarajevo qui, par le jeu des alliances, déclenche la guerre mondiale. Les Serbes sont devenus le peuple le plus important parmi les Slaves du Sud. Stimulés par le souvenir de la grandeur passée et de la destruction de l'État serbe par les Turcs à Kosovo au XIVe siècle, le nationalisme serbe se réveille au début du XIXe siècle avec l'insurrection paysanne menée par George Petrović dit Karađorđe, Georges le Noir. Il entre dans Belgrade en 1806, mais sans appui à l'étranger. Il subit la répression des Turcs qui massacrent la population civile de la capitale serbe. L'oppression provoque en 1815 la seconde insurrection serbe, et Miloš Obrenović obtient d'Istanbul l'autonomie de la Serbie qui se transforme en un État moderne.
En 1867, le pacha de Belgrade remet la ville au prince Mihailo et en 1878, le Congrès de Berlin reconnaît l'indépendance de la Serbie. Les guerres balkaniques de 1912 et 13 sont un prélude à la guerre mondiale. Elles sont particulièrement sanglantes, les Turcs brûlant les villages et massacrant la population. En octobre 1912, unis au sein de la Ligue balkanique, les peuples chrétiens, grecs et slaves de Serbie, Bulgarie et Monténégro s'insurgent contre la Sublime Porte et défont ses armées en 3 semaines. Au traité de Londres, le gouvernement des jeunes Turcs abandonne Salonique et la Crète à la Grèce, la région d'Andrinople, Turquie d'Europe, à la Bulgarie ainsi que la Macédoine que se partagent Serbes et Bulgares. C'est aussi à Londres qu'est décidée la création de l'Albanie, jusqu'alors vassale de la Turquie, décision qui ôte à la Serbie l'espoir d'avoir un débouché sur la mer. Malheureusement, les alliés chrétiens de la veille se déchirent pour le partage des territoires conquis. L'été 1913, les Bulgares, s'estimant lésés, attaquent leurs alliés de la veille et sont battus par les Grecs, les Serbes et les Roumains. Battus, la Bulgarie au traité de Bucarest doit rendre Andrinople à la Turquie, céder la Dobroudja du Sud à la Roumanie, la haute vallée du Vardar à la Serbie et la côte de Macédoine à la Grèce. Ces fièvres nationalistes font de la péninsule une poudrière. Il suffit d'une étincelle en Bosnie pour mettre le feu à l'Europe. Membre du groupe Jeune Bosnie, inspiré par une organisation terroriste serbe, la Main Noire, qui lutte contre l'occupation autrichienne, des étudiants nationalistes de Bosnie fomentent un attentat contre l'archiduc François Ferdinand, neveu de l'empereur François-Joseph et prince héritier. Le 28 juin 1914, jour anniversaire de la bataille de Kosovo, l'archiduc est en visite à Sarajevo. Alors qu'il passe dans sa voiture décapotable Graf von Stift le long de la Miljacka, il est mortellement blessé d'un coup de feu par Gavrilo Princip près du pont qui porte aujourd'hui son nom. L'étudiant mourra de tuberculose en prison en 1918. Cet attentat fournit à Vienne le prétexte pour déclarer la guerre à la Serbie. Par un complexe enchaînement d'alliances et d'intérêts géopolitiques et économiques, tel un jeu de dominos, les grandes puissances sont entraînées dans la Première Guerre mondiale, le conflit le plus meurtrier que le monde ait connu. Par une ironie de l'histoire, ce conflit va entraîner en 1918 la disparition simultanée des 2 grands empires ennemis, l'austro-hongrois et l'ottoman. La question d'Orient dans le conflit mondial. Les grandes batailles n'ont pas eu lieu seulement dans l'est de la France entre Marne, Meuse et Rhin. Il y eut aussi les combats de Dobropolier, du Sokol, du Kravitsa. Un théâtre de bataille montagneux et difficile, où les Balkans forment une barrière de pics et de ravins et contraignent à s'affronter soit à l'ouest du côté de Monastir Bitola, soit à l'est vers la vallée du Vardar et le lac d'Oiran. Quand leur pays est envahi par les forces austro-hongroises, les Serbes, civils et militaires se retirent vers le sud et des milliers de personnes périssent dans la retraite d'Albanie, une marche à travers les montagnes enneigées. Prise en charge par des navires alliés à Corfou, l'armée participe à l'offensive franco-serbe du front de Salonique. Avec le général Saraï, elle reprend en novembre 1916 Monastir occupé par les Bulgares. Mais ce n'est qu'en septembre 18 qu'une offensive permet la libération de la Serbie. Plus de 6000 soldats français sont ensevelis près de Bitola. En Grèce, de 1915 à 18, Salonique fut le quartier général des armées d'Orient. Dès que le roi Alexandre Ier s'est rangé aux côtés des Alliés, après que le Premier ministre Venizelos et l'armée ont contraint à se retirer le roi Constantin Ier, qui était le beau-frère de l'empereur Guillaume II, le commandant des armées alliées d'Orient, le général français Franchet d'Espéret, dont le nom a inspiré cette boutade. Il est permis aux Français Espéret, débarque à Salonique en juin 1918 et trouve 28 divisions, dont 8 françaises, 350 000 soldats immobilisés dans des centaines de kilomètres de tranchées. 8 000 soldats français périront, enterrés dans le faubourg de Stavroupoli à Salonique. De l'aveu même du maréchal Hindenburg, c'est l'effondrement du front de Macédoine qui fut décisif pour la défaite de l'Allemagne. La Roumanie des rois Carol Ier et Ferdinand Ier tente de préserver sa neutralité, mais sous la pression des libéraux, elle entre en guerre aux côtés des Alliés en 1916 et elle est vaincue en quelques mois. Néanmoins, les traités de 1919 à 1920 doublent son territoire en lui attribuant la Transylvanie hongroise et les régions de Bucovine, Bessarabie et Banat,
c'est-à-dire la Grande Roumanie incluant beaucoup de minorités. La paix négociée à Versailles, sans que l'Allemagne soit invitée, porte les germes de la Seconde Guerre mondiale. Pas seulement à cause de l'humiliation infligée aux Allemands. Les difficultés économiques vont motiver la formation de régimes politiques extrémistes, soit fascistes, que ce soit les pays latins du Sud ou les États d'Europe centrale, soit communistes à l'Est. Les missions militaires françaises dessinent une nouvelle carte de l'Europe en traçant de nouvelles frontières selon des considérations purement stratégiques. Des millions d'Allemands se retrouvent intégrés à la Tchécoslovaquie et à la Pologne, des millions de Hongrois à la Roumanie. Les Slaves du Sud sont regroupés dans une fédération de Yougoslavie artificielle. La guerre avait pour origine la volonté de libération des peuples de l'Empire austro-hongrois. La paix place à nouveau nombre de ces peuples sous la tutelle d'États qui ne sont pas les leurs. Suite à la déclaration de Corfou, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes est proclamé le 1er décembre 1918, mais des mésententes apparaissent très vite entre les différentes ethnies, du fait de la centralisation serbe. En 1929,1 roi Alexandre abolit la Constitution, dissout le Parlement et fait du nouveau royaume de Yougoslavie une dictature personnelle jusqu'à son assassinat à Marseille en 1934 par un Ustachi croate. Les gouvernements de la Régence rapprochent le pays des puissances de l'Axe, aux côtés desquels ils seront entraînés lors de la Seconde Guerre mondiale. Les États balkaniques ont alors des régimes d'extrême droite. Pavelić en Croatie pousse ses Ustachis à massacrer des civils serbes et juifs. De part et d'autre du rideau de fer. Alors qu'avant la Grande Guerre, des régimes d'extrême droite étaient au pouvoir, la défaite nazie et la victoire russe favorisent l'installation de régimes communistes. La guerre froide qui s'installe entre les anciens alliés de l'Ouest et de l'Est conduit à la mise en place par Moscou du rideau de fer pour faire obstacle aux échanges de personnes et d'idées. Ce rideau de fer coupe la péninsule balkanique, en grande partie tombée dans le camp communiste. Seule la Grèce demeure un pays libre, échappant à un régime d'extrême gauche à l'issue d'une guerre civile de 3 ans, 1946 à 1949. Les partis de gauche refusent de se rallier à la monarchie. Le général Marcos, soutenu par les soviétiques, constitue en décembre 1947 un gouvernement provisoire qui depuis les montagnes d'Épire mène des actions de guérilla contre le pouvoir. Les insurgés ne sont vaincus que par l'intervention des Américains. La démocratie est rétablie sous le règne de Paul Ier, avec une succession de gouvernements le plus souvent très à droite. Tous les autres États sont communistes, mais à des degrés divers. La Yougoslavie prône sa propre voie vers le socialisme, avec un régime d'économie autogestionnaire. Tito fait entrer la Yougoslavie dans un ensemble de pays non alignés du tiers-monde, avec l'Indonésie. Il restera en dehors du bloc communiste contrôlé par l'URSS. Le rideau de fer enferme les autres États balkaniques. La Bulgarie sous Zhivkov est le plus fidèle sujet de Moscou et quasiment une république soviétique. La Hongrie, avec une économie très dynamique et qui ne se sent nullement slave, montre des signes d'affranchissement par rapport à Moscou. Les troupes du pacte de Varsovie interviennent pour écraser une insurrection libérale en octobre 1956. Budapest restera néanmoins à l'avant-garde de la libéralisation à l'Est. Avant même que le mur ne tombe à Berlin en 1989, le gouvernement hongrois ouvre une brèche dans le rideau de fer pour laisser le libre passage. La Roumanie sous Ceausescu a un régime dur et répressif, quoique peu assujetti à l'URSS. Le dictateur mégalomane aggrave la situation économique en entreprenant des travaux pharaoniques, visant à détruire les villages traditionnels pour regrouper la population dans des cités agraires et industrielles. L'Albanie sous Enver Hoxha se coupe du reste du monde et tente de survivre en complète autarcie. Elle rompt avec l'URSS, n'a pas de relation avec ses voisins grecs et yougoslaves, prétend ne compter que sur ses propres forces, et n'a finalement pour seul et lointain allié que la Chine de Mao. Hoxha est le premier dictateur à décréter une interdiction totale des religions. Ce pays, sans coopération avec ses voisins et transformé en une sorte de camp de concentration, devient le plus pauvre d'Europe. Le rideau de fer paraissait devoir couper l'Europe pour une éternité, l'a condamné à avoir le double visage de Janus. Il a pourtant suffi d'une ouverture voulue à Moscou par Gorbatchev, la glasnost et la perestroïka,
transparence et métamorphose pour bouleverser le continent. Sans guerre ni révolution, le mur de Berlin a été pris d'assaut par le peuple dans une ambiance festive et a été démoli. La Hongrie avait déjà pris de l'avance en cisaillant son rideau de fer et en laissant transiter les Allemands de l'Est vers l'Ouest. Comme un jeu de dominos, toutes les parties du rideau de fer de la Finlande à la Grèce se sont déchirées. Dès lors, l'Europe s'est bâtie très vite, les anciennes républiques populaires, y compris d'anciennes républiques soviétiques, les Baltes, ont intégré l'Union européenne, créant le plus grand espace de paix et de démocratie dans le monde. Le nationalisme serbe et les autres yougoslaves. L'union des peuples sud-slaves, réalisée en 1918 au sein d'un royaume, se brise lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Balkans sont à nouveau le champ de bataille des belligérants. En avril 1941, après le renversement du prince régent Paul, favorable à une entente avec les nazis, Hitler fait envahir et occuper le pays par les armées allemandes, hongroises, italiennes et bulgares. Les oustachis croates collaborent avec le régime nazi tandis que la résistance s'organise avec les partisans communistes sous la conduite de Josep Broz, dit Tito, qui a des origines croates et serbes, qui fut soldat dans l'armée austro-hongroise avant de passer dans l'armée rouge. À l'issue de la guerre, où 10% de la population yougoslave a péri, Tito crée la République populaire fédérative de Yougoslavie, formée de 6 républiques, afin de limiter la prépondérance serbe qui avait causé la désintégration du précédent royaume. Pendant une quarantaine d'années, les 6 républiques fédérées vivent en bonne entente sous un régime communiste d'autogestion économique, un peu moins dictatorial que les démocraties populaires de Europe orientale, la Bulgarie en particulier. Cependant, il y a de grandes disparités régionales économiques. Les Slovènes ne se sentent pas d'affinité avec les Macédoniens et les Kosovars qui sont les plus pauvres. L'édifice hétéroclite de Tito ne survivra guère à sa mort en 1980. Il s'effondre avec la chute du communisme en Europe en 1989. Les États slaves issus de la Yougoslavie éclatés. 2 causes à la disparition de la Yougoslavie. La mort de Tito. Ses successeurs, et en particulier Slobodan Milošević, se révèlent être des nationalistes résolus à rendre à la Serbie un rôle dominant que Tito lui a toujours refusé. La chute du communisme et la liberté rendue à tous les États d'Europe orientale, l'une après l'autre, chaque république fédérée proclame son indépendance. Milošević, chef de la Ligue communiste de Serbie, a d'abord mené l'offensive à partir de 1989 aux côtés des paramilitaires nationalistes serbes en conflit avec la population albanaise du Kosovo. Puis en 1991, l'armée fédérale a combattu en Croatie, faisant notamment le siège de Vukovar, bourgade à mi-chemin entre Belgrade et Zagreb. L'épisode le plus dur eut pour théâtre la capitale de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo. Fondée au XVe siècle par les Turcs, dans un site montagneux entouré de 5 sommets, Sarajevo, le sérail dans les champs, conserve un vieux quartier musulman, la Baskarcia, avec son bazar, les boutiques d'artisans des rues Kazanziluk et Saraçi et ses mosquées. La Begova Zamia est la plus grande d'Europe, hormis Istanbul, mais aussi tout autour des églises orthodoxes et des quartiers modernes et industrialisés, Novo Sarajevo. Soit un demi-million d'habitants mêlés, avec une majorité de musulmans parlant tous serbo-croates. La ville a acquis une triste notoriété lorsque, sous la domination autrichienne, elle fut le détonateur de la Grande Guerre. Le 28 juin 1914, sur les quais de la Miljaka, un étudiant serbe, Gavrilo Princip, posté près du pont qui porte maintenant son nom, tua de 2 coups de pistolet le prince héritier François Ferdinand d'Autriche qui passait en automobile. Lors de l'éclatement de la Yougoslavie et après la déclaration d'indépendance de la Bosnie, les Serbes commencèrent un siège de la ville, qui allait durer près de 4 ans, d'avril 1992 à février 1996, et rappelait celui de Stalingrad. Postés sur les hauteurs environnantes, les paramilitaires bombardaient la ville d'obus et tiraient sur les passants. Le blocus empêchait toute sortie des habitants et tout ravitaillement extérieur. Eau, gaz et électricité étaient coupés. Seul un couloir humanitaire protégé par les soldats des Nations Unies qui contrôlaient l'aéroport permettait à la population de survivre. Des massacres eurent lieu sur des marchés, comme lors de la tuerie de Markala, ou à des points d'eau où les gens faisaient la queue.
On les enterrait jusque dans les jardins publics et le S-Stade. Les accords de Dayton en novembre 1995 partagent la Bosnie entre une fédération croato-musulmane et une petite république serbe. On estime que ce siège fit quelque 12 000 morts et 50 000 blessés. Les militaires serbes se rendent coupables d'incendies de villages et de massacres, voire de génocide, comme on n'en avait plus vécu en Europe depuis la guerre mondiale. En juillet 1995, dans l'enclave de Srebrenica, les forces serbes massacrent 8000 musulmans, des hommes pris dans leur maison. Cela vaudra à Karadzic et au général Mladic, comme au président Milosevic, d'être inculpés de crimes contre l'humanité par le tribunal international de La Haye. Belgrade prétend recueillir l'héritage de la Yougoslavie pour en faire la grande Serbie dont on rêve depuis que l'État serbe conduit à son apogée par Dušan au XIVe siècle, et tragiquement anéanti par les Ottomans à Kosovo. Mais la Yougoslavie tissée par Tito en rassemblant 6 républiques hétéroclites, ne survit pas à son artisan et se délite rapidement. Les que Croates et Slovènes décident de vivre leur propre voie. Mais les ultranationalistes au pouvoir ne peuvent tolérer que leur fassent faux bon les Serbes des autres républiques, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Monténégro. Sans parler du Kosovo, qui est un territoire autonome faisant partie de la Serbie, et donc on n'envisage même pas l'éventualité d'une sécession. Car le Kosovo est considéré comme le berceau historique de la nation serbe. C'est là que se trouvent les plus fameux monastères. Mais le problème est que les Albanais, qui y immigrent depuis des siècles, forment maintenant la population majoritaire, tandis que les Serbes sur la défensive se regroupent dans des zones protégées par les forces armées de l'ONU. Après la Bosnie, c'est au Kosovo que les Serbes exercent des opérations de nettoyage ethnique avec destruction de villages et massacre de population, contre la population albanaise qui réclame son autonomie, mise en œuvre et incarnée par Ibrahim Rugova. Jusqu'à ce que le Kosovo, appuyé par l'Union européenne et les États-Unis, et aux grandes dames de la Serbie soutenue par la Russie, proclame son indépendance en février 2008. L'ex-Yougoslavie de Belgrade est réduite à la Serbie-Monténégro. Jusqu'à ce que le petit Monténégro, se souvenant d'avoir constitué un État jusqu'en 1918, prenne lui aussi son indépendance. Au début du XXIe siècle, l'ancienne fédération yougoslave est donc éclatée en 7 États indépendants. À part la Slovénie qui a su tirer son épingle du jeu, premier peuple de Yougoslavie et d'Albanie, fragilisé par la pauvreté, le retard économique, l'instabilité de la démocratie, demeurent les seuls du continent à rester en marge de l'Union européenne. Le retour de la paix et la fin des tensions interethniques leur permettront à terme de franchir ce pas sécurisant que sera l'intégration à l'Europe. La formation des autres États modernes. Roumanie. L'ancienne Dacie romanisée, qui a conservé sa langue latine, est devenue Roumanie lorsqu'en 1600 le prince Michel le Brave, Mihai Viteazul, rassemble pour la première fois les 3 régions de langue roumaine, Moldavie, Valachie et Transylvanie, une union bien éphémère mais qui éveille une conscience nationale. Il faut attendre 1861 pour qu'une nouvelle union de la Valachie et de la Moldavie engendre enfin la Roumanie. L'esprit nationaliste s'est nourri des révolutions françaises de 1789 à 1848, et le prince Alexandre Cuza dote le nouvel État d'institutions calquées sur le Code civil français. Après la Grande Guerre, en 1920, le traité de Trianon donne naissance à la Grande Roumanie qui atteint sa plus grande superficie en recevant de la Hongrie la Transylvanie et le Banat, et de la Russie la Moldavie. Amputée de la Moldavie en 1940 par l'URSS, la Roumanie passe du régime fasciste du maréchal Antonescu à la dictature communiste de Ceausescu. Elle accède à la démocratie en 1989 lors de la chute du communisme en Europe. Bulgarie. Par 2 fois, en 1878 et en 1944, la Bulgarie n'est redevenue un État que grâce à l'intervention politique et militaire des Russes. Elle avait en effet cessé d'exister après la prise du royaume de Tirnovo par les Ottomans, en 1396. Sa culture n'est préservée que dans les monastères. Tout au long du XIXe siècle, le réveil patriotique et culturel se manifeste avec des intellectuels petits bourgeois. Déclenché par l'insurrection de Koprivštitsa,
La guerre de libération de 1876, où s'illustre le héros national Hristo Botev, est durement réprimée, et entraîne la guerre russo-turque qui aboutit au traité de San Stefano et à la renaissance d'un État en 1878, la Grande Bulgarie, qui comprend la Dobroudja et la Macédoine, territoires qui seront cédés aux voisins en 1913. La couronne est attribuée par les puissances à un prince allemand, petit-fils du roi français Louis-Philippe, Saxe-Cobourg-Gotha. Le pays fait les deux guerres mondiales aux côtés de l'Allemagne. En 1944, l'URSS occupe la Bulgarie et installe en 1946 une république populaire inféodée au bloc soviétique. Pays agricole pauvre, la Bulgarie, très russophile, sera parmi les démocraties populaires, la plus fidèle alliée de Moscou sous la férule de Zhivkov, chef du parti. À la chute de l'URSS, des élections libres en 1990 donnent d'abord le gouvernement aux communistes, puis de nouvelles élections suscitées par des mouvements populaires en 1991 consolident une république bulgare désormais démocratique. Par une revanche sur l'histoire, Siméon de Saxe-Cobourg, qui était monté sur le trône en 1943 à l'âge de 6 ans, à la mort mystérieuse de son père, décédé après une visite à Hitler, et qui avait été exilé par les communistes, revient un temps au pouvoir en Bulgarie comme Premier ministre en 2001. La Bulgarie est admise dans l'Union européenne en même temps que la Roumanie. Albanie. Malgré la lutte de son héros national Skanderbeg au XVe siècle, l'Albanie est restée 5 siècles sous la domination ottomane. Occupée par l'Italie fasciste au début du XXe siècle, l'Albanie ne recouvre son indépendance qu'en novembre 1946, grâce aux combats menés pendant la guerre par Enver Hoxha, qui institue une république populaire. Mais rompant avec la Russie et la Yougoslavie, prenant le maoïsme comme modèle, Hoxha impose l'autarcie à son pays qui, refermé sur lui-même, coupé du reste de l'Europe, ne comptant que sur ses propres forces, devient l'État le plus pauvre du continent. Et une dictature impitoyable. La mort de Hoxha puis la chute du communisme quelques années après, rendent à l'Albanie des institutions démocratiques en principe, mais la pauvreté, l'émigration massive, les réseaux mafieux plongent le pays dans une situation socio-économique digne d'un pays du tiers-monde. GRECE. La Grèce réapparaît après une éclipse de plus d'un millénaire. Byzantine puis ottomane, elle a conservé son identité grâce à sa langue et à sa religion. Impliquée dans les guerres balkaniques, la Grèce a connu tout au long du XXe siècle des périodes de troubles, la Seconde Guerre mondiale dans le camp allemand, puis une guerre civile menée par les communistes suivie d'une dictature militaire des colonels. Elle connaît un réveil national et culturel au XIXe siècle. Lutte de résistance et appui des puissances occidentales aboutissent à la formation d'un royaume indépendant en 1832. Vénizelos, un Crétois, joue un rôle important pendant le premier tiers du XXe siècle dans la formation d'un État libéral moderne. Dans une période agitée, assassinat du roi Georges, guerre mondiale, difficultés socio-économiques et troubles, coup d'État militaire, Vénizelos finit par instaurer un gouvernement républicain en 1924. Le retour d'un roi et la dictature fasciste du général Métaxas entraînent le pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne. Le 21 avril 1967, des colonels font un coup d'État et instaurent une dictature avec loi martiale et persécution des opposants. Le roi Constantin II quitte le pays. Les mouvements populaires croissants, des dissensions au sein de la junte et la crise de Chypre conduisent au rétablissement d'un régime constitutionnel et à la proclamation de la République, adoptée par référendum en 1974 avec Karamanlis. La Grèce redevient un État démocratique. La paix intérieure revient alors avec l'instauration d'une république démocratique qui va intégrer l'Union européenne, CEE, en 1981. Elle a des relations difficiles avec ses voisins, au temps des régimes communistes d'abord, puis avec la Macédoine, et surtout jusqu'à nos jours avec son ennemi héréditaire, la Turquie. Ce n'est qu'en 1974 que la Grèce a renoué avec la démocratie, dont elle avait inventé le concept dans l'Antiquité. Elle ne compte plus au nombre des grandes puissances de l'Europe et entretient, comme si le fil n'avait pas été rompu, le souvenir et les vestiges de sa grandeur passée. Et la Grèce, qui a conçu la démocratie et donné au monde, par le truchement des Romains, les fondements des institutions et de la culture occidentale, n'a certes pas retrouvé sa grandeur antique.
Sans faire partie des grandes puissances modernes, elle a néanmoins recouvré, après une longue éclipse et au prix de 150 ans de lutte dramatique, son indépendance et sa démocratie au sein de l'Europe. Turquie. Depuis que les Turcs ont été refoulés hors de la péninsule par les grandes puissances du continent, la Turquie n'est balkanique que par une infime partie de son territoire. Mais là se trouve la ville la plus importante de la République turque, la plus occidentalisée, le centre économique et intellectuel du pays. Istanbul est l'héritière de Byzance et de Constantinople, qui n'ont cessé d'être présentes dans les Balkans, tant par les guerres que par leur empreinte culturelle et religieuse. Héritière de l'Empire ottoman, la Turquie est devenue un État moderne, laïque, avec des institutions démocratiques grâce à Mustafa Kemal Atatürk. Mais la partie européenne, la Thrace, et la partie d'Asie mineure, l'Anatolie, n'appartiennent pas seulement à deux continents, mais à des mondes différents par les mentalités, le développement économique, la pratique de la démocratie. Les injustices sociales, les atteintes aux droits de l'homme, régime policier, la résistance de l'intégrisme musulman, le contentieux avec ses minorités grecques, kurdes et arméniennes, tout cela écorne les principes démocratiques. Deuxième partie, une mosaïque d'ethnies. Chapitre 1, les héritiers de l'Antiquité. Les Grecs. De tous les peuples de la péninsule, c'est sans doute le plus difficile à définir. Qu'ont en commun en effet, le pâtre grec de la montagne macédonienne, la tisserande de tapis en laine d'Épire, le pêcheur des Cyclades, le paysan du Péloponnèse, le moine des Météores ou le commerçant de la cosmopolite Athènes? Tous partagent au moins un bonheur, un don généreux de la nature, cette chaude lumière qui baigne toute cette terre ocre et cette mer plus bleue encore que le ciel et qui a dû favoriser la germination de tant d'idées et de talents dans l'esprit des Grecs. La Grèce fut la première en Europe à développer et à faire rayonner une civilisation aussi raffinée, qui, aryenne dans ses racines, doit aussi beaucoup à l'Égypte et à la Mésopotamie. Les Grecs de l'Antiquité avaient le goût et le plaisir de travailler trois matières. Le marbre, à la manière de Phidias, pour bâtir amphithéâtres, temples et palais, dont l'Acropole demeure le modèle le plus somptueux. Le corps humain, pour donner aux éphèbes et aux nymphes la divine beauté d'Apollon et d'Aphrodite. La philosophie comme Platon et Socrate. Artistes inspirés par le voisinage des dieux, ils avaient aussi le souci de bien gérer la cité, Poly, à l'origine de politique, et Périclès fut un pionnier en ce domaine. Ce sont les Grecs d'Athènes qui ont inventé l'idée de démocratie, où le plus humble des citoyens pouvait discuter directement et voter les lois auxquelles il aurait à obéir. Histoire et mythologie se confondent dans les premiers temps de la Grèce. Grec est en fait une dénomination latine, Grécie, peut-être d'origine illyrienne. Les Grecs eux-mêmes se sont toujours appelés Hellènes d'après leur héros ancestral mythique Hélène, dont les fils furent les chefs des tribus helléniques. Appartenant à la famille indo-européenne, elles arrivent d'Asie par vagues. D'abord les Achéens dont il nous reste Mycène, puis les Éoliens refoulés vers les îles par la vague suivante, les Doriens installés dans le Péloponnèse, la Morée ou la Conie, qui seront les fondateurs de Sparte dite aussi Lacédémone, enfin les Ioniens qui colonisent l'Attique, les plaines maritimes et les côtes d'Asie mineure et fondent Athènes. Tandis que les citoyens d'Athènes instituent le débat politique ouvert à tous et privilégient la douceur de vivre et la culture sous toutes ses formes, Sparte, cité aristocratique, austère, peu douée pour la philosophie et la discussion politique, le qualificatif de laconique caractérise le Spartiate, fait de tout homme un soldat à vie, soumis dès l'enfance à une discipline de fer, avec ses vices et privations, et invente les tyrans pour faire la loi. Grandeur antique. Le grand siècle, c'est le 5e avant notre ère. Après les guerres médiques menées contre les Perses, successivement contre les rois Cyrus, Darius et Xerxès, avec les victoires de Marathon et de Salamine, la Grèce atteint la puissance et la gloire, l'apogée de sa civilisation. C'est le siècle de Périclès, le plus grand homme d'État de son histoire. Athènes invente la démocratie. C'est aussi le siècle des philosophes Platon et Socrate, de poètes et écrivains, héritiers du mythique Homère comme Aristophane, Sophocle, Euripide ou Xénophon, d'historiens comme Hérodote et Thucydide, d'auteurs dramatiques comme Échille et Hippocrate, du sculpteur Phidias. Du 6e au 3e siècle, les sciences firent des progrès grâce à des générations de savants dont certains furent des précurseurs avec plus de 20 siècles d'avance.
Des mathématiciens Pythagore, Thalès, Euclide, dont on apprend encore les théorèmes. Archimède, géomètre et fondateur de la physique. Démocrite, physicien qui conçoit la théorie des atomes. Ératosthène, géographe qui mesure la circonférence terrestre. Hipparque de Nicée, astronome qui découvre la précession des équinoxes. Aristarque de Samos, astronome qui le premier, bien avant Copernic, a l'idée que la Terre tourne autour du Soleil. Erasistrate et Hérophile de Chalcédoine, anatomiste qui, par les vivisections et autopsies, découvre bien avant Harvey la circulation sanguine. Mais les Grecs ne surent pas édifier un grand État unifié, car les cités rivales d'Athènes, Sparte, Corinthe et Thèbes, jalouses de leur autonomie, se firent la guerre dans le Péloponnèse. Ce qui permit à la Macédoine de s'imposer aux cités grecques désunies. Au IVe siècle, Philippe II puis son fils Alexandre, qui sont nourris de culture grecque, détruisent la démocratie, font la conquête de l'Orient et répandent l'hellénisme en Asie, d'Alexandrie à la Perse. Mais cet empire trop vaste va se morceler, la Grèce s'affaiblir dans les guerres civiles et devenir une proie facile pour les Romains qui en font une de leurs colonies en 146, la province romaine d'Achaïe, avec une large autonomie qui permet de préserver rayonnement culturel, langue et religion. Les invasions barbares incitent l'empereur Constantin à transférer en 330 sa capitale à Byzance, la Nouvelle Rome, qui devient Constantinople. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.